Il faut consommer de pères et de mères. Il profite. Bonsoir très chers compatriotes gabonais, là vous êtes à l'émission Atmosphère, voilà l'atmosphère qui provient du côté du Kaflomba. Nous avons un jeune compatriote ici là qui tente justement de pouvoir convaincre les populations sur la nécessité impérieuse de voter oui et apprécier toute la bataille qui se situe au niveau du Kaflomba. Moi je ne travaille pas depuis 12 ans. Je suis jeune entrepreneur, je vis, j'ai 7 gosses, 2 femmes. Je m'en sors correctement et je vis correctement. Tu comprends? Aujourd'hui, je peux partir. Et je te dis, je ne me suis jamais intéressé à la vie politique. Je ne suis pas mendiant. Je ne demande pas. Je travaille et je me contente de ce que je gagne. Et j'estime que si j'ai le riz et le poulet et que mes enfants vivent et que je peux acheter des savons ou de la Doliprane, je dis, j'ai gagné quelque chose. Monsieur, s'il vous plaît, quel est l'intérêt de cette campagne référendaire que vous êtes en train de faire au niveau du Kaflomba? Tu devais d'abord me consulter et me payer avant de m'autoriser à parler. Parce que le droit d'image, tout le monde le sait. Il y a le droit d'image. Vous êtes en plein référendum, vous parlez encore de droit d'image. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Vous d'abord dû vous demander que vous payez. Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette campagne référendaire qui s'effectue dans notre pays? Nous sommes pratiquement à 3 jours du processus de la fin de cette campagne. Quelle est votre appréciation? Super président. Depuis des années, on a des super présidents. C'est le président qui décide. C'est lui qu'on exécute seulement. Ça ne nous étonne pas. Mais là, on ne veut pas un président qui décide, on exécute, étant Camerounais, étant Béninois. On ne veut pas. Mais qu'est-ce que vous dites? On préfère un président qui nous force à faire quelque chose gabonais, de sang, de pur. Ouais. C'est lui qu'on Voilà. Donc ça, c'est l'article qui me... c'est l'article qui dérange. C'est l'article là qui me dérange. La modification des conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle qui consacre un certain binationalisme au sommet de l'État. Donc ce compatriote est bel et bien favorable par rapport à la Constitution, mais il n'est pas totalement d'avis sur le fait qu'on ait modifié la Constitution sur les conditions d'éligibilité qui vont faire en sorte qu'il vous suffit d'avoir un seul parent gabonais pour pouvoir briguer le poste de candidat à l'élection présidentielle. Voilà un article qui fâche de la part de notre très cher papa. Monsieur Serge Maranga, je viens vers vous. Monsieur Serge Maranga, je viens vers vous. Quelle est votre appréciation de cette atmosphère actuelle dans le Kaflomba par rapport à la campagne référendaire qui est menée par un certain groupuscule de personnes dans notre circonscription administrative et territoriale? Bien, ce que nous constatons déjà d'entrée de jeu, c'est que ces candidats à la campagne du oui référendaire, les candidats du oui sont dans les capacités absolues de répondre aux questions qui leur ont été posées. Et à partir de ce moment, je me vois mal comment ils pourront interpeller ou convaincre les populations de la circonscription. Mais monsieur Serge Maranga, qu'est-ce qui peut justifier cette incapacité notoire de ces membres qui soutiennent la candidature, disons, le vote oui, alors que nous voyons bien les autres membres de la campagne référendaire sur le non? Tout à l'heure, nous étions en Zanyo, nous avons vu un petit groupe de personnes qui faisaient la campagne pour le non. Et ils avançaient des arguments, et ils avaient des constitutions, ils avaient le support juridique. Mais nous ne comprenons pas cette campagne référendaire pour ceux qui disent de voter oui. Il n'y a aucune constitution, ils n'ont aucun document, aucun papier. Et aucun support, et ils sont totalement réfractaires à tout débat contradictoire. Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude? Ils n'ont que les t-shirts et les casquettes, comme dit le papa. Permettez-moi. Comment peut-on envoyer un chasseur à la chasse sans lui donner les munitions? Vraiment. Pour répondre à la petite question, ces gens qui sont pour la campagne référendaire dans le cadre du troisième arrondissement, ils n'ont même pas le test référent à la Constitution. Absolument. Maintenant, ils vont défendre quoi? Ils vont parler de quoi devant les populations? Mais M. Serge Maranga, j'ai même été à Uri lorsque j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit mon frère, est-ce que vous connaissez ce qu'est un État unitaire décentralisé? Et c'est le premier article du référendum. Et le monsieur était totalement abusé. Il était en train de me dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous racontez? J'ai dit, mais le premier article stipule que l'État est un État unitaire et décentralisé. C'est quoi la décentralisation? Le monsieur me dit, non, ben, vous savez, le monsieur me dit, non, ben, vous savez,
pour le moment, je ne sais pas réellement c'est quoi un État unitaire. La décentralisation, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est quand même incroyable. Mais papa, est-ce que vous n'avez pas un avis par rapport à tout ce qui se fait là? On a d'autres problèmes ici. On ne veut pas de belles femmes à côté de nous tous, nous sommes Gabonais. Ah, c'est pas un idiot. C'est pas un idiot. C'est pas un idiot. Tout à fait. Je dis le premier quartier. Tout à fait, tout à fait. C'est le premier quartier d'ailleurs où... Voilà, la résidence du chef. Voilà, absolument. Ils ont même vendu. C'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, papa, de pouvoir corriger, essayer un peu d'améliorer les indicateurs de droits minorités? Est-ce que c'est possible? Nous sommes plus, nous disons que regarde le groupe. Ouais. Mais plutôt habillé en t-shirt et casquette. Vraiment. Comme l'a habillé plutôt mon frère, sans argument. Monsieur Sey Maranga, essayez de faire vite parce que nous allons poursuivre le débat. Donc ce que vous pouvez retenir, c'est que le constat est le même. Partout dans toutes les circonstances administratives et territoriales, que ce soit au 1er arrondissement jusqu'au 6e arrondissement, eh bien, tous ceux qui arrivent à véhiculer la campagne oui n'ont pas de constitution, il n'y a pas d'argument. Et les populations disent que le seul argument qu'ils ont, c'est le port des t-shirts et les casquettes. Et les populations ils disent que ça ne peut plus continuer comme ça. Ils ont besoin de connaître le contenu de la constitution avant une prise de décision décisive qui va, une fois de plus, également impacter l'atmosphère politique, économique et sociale de notre pays. Monsieur Serge Maranga, je reviens une fois de plus vers vous. Maître Maranga. Vous savez que dans la campagne référendaire pour le Nord, vous avez Pierre Claver Maranga Moussabou, qui est passé sur les chaînes de télévision. Vous avez Libama, le député Libama. Vous avez Jean-Rémy Yama. Vous avez Alain-Claude Bébinze. On voit bien du côté de ceux qui font la campagne référendaire du Nord qu'il y a des calibres, il y a des acteurs quand même assez majeurs. Mais du côté de oui, on fait partie du camp de Bébinze alors que c'est quelqu'un, l'une des personnes que je déteste au Gabon. Ça c'est ton problème. Absolument. Absolument. Il me pousse, mais c'est mon point de vue. Il me pousse, les acteurs du oui me poussent à aller vers au camp de Bébinze. Alors que c'est quelqu'un que je déteste depuis des années. Parce qu'ils n'ont pas cet argument pour vous. Voilà. Et M. Maranga, moi je pense que c'est assez compliqué ici au Kafulomba. Je pensais que c'est une campagne qui allait être facile, mais là... On lui dit, ce que l'autre là avait fait au Mali. D'accord. Le général Amadou Toumani Touré. Après le coup d'État, voilà. Il avait bien géré la transition. Il avait organisé les élections. Celui qui avait gagné, c'est lui qui avait gagné. Et après le mandat de cette personnalité, c'est le peuple qui était parti chercher Toumani Touré pour revenir. Pour se présenter, pour le remercier. Le général de Gaulle également avait entrepris pratiquement la... papa, s'il vous plaît, le général de Gaulle avait également entrepris le même scénario. Après l'occupation allemande, il a pris le pouvoir. Après prendre le pouvoir, eh bien, il est reparti. Et ils sont encore allés le rechercher pour un second mandat également au sommet de l'État. Mais papa, je voudrais une fois de plus revenir sur vous. Vous savez que la jeunesse actuelle a plusieurs difficultés. Des difficultés liées à l'emploi, des difficultés liées à la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces nombreux jeunes aujourd'hui qui sont dans une situation d'oisiveté? Il faut regarder qu'il n'est pas jeune. Celui qui nous a parlé là, oui. Habillé en t-shirt et en portant le oui. Ouais. Le oui, là veut dire quoi? Il n'arrive pas à expliciter aux gens plutôt ce qu'il entend par oui. Mais nous, ce que nous voyons, c'est quoi? Nous voyons plutôt, nous rendons compte que les gens vivent dans de mauvaises conditions. Absolument. De très mauvaises conditions. Monsieur Serge Maranga, c'est quand même assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est un exercice assez difficile. Je ne suis pas du 3e arrondissement. Ouais. Je suis au 2e arrondissement. Mais je viens du 2e arrondissement. Mais monsieur, je viens du 2e arrondissement. Mais là-bas, c'est pire. Moi, je suis au 2e arrondissement. Là-bas, c'est pire. Dans un quartier détesté par les hommes politiques. À Cocotier. Ouais.
Mais est-ce que vous pensez que Cocotier va vraiment voter oui lors de ce référendum? C'est pas vrai. C'est pas évident. C'est pas évident qu'ils vont voter le oui. Seigneur de l'univers. Non, là c'est compliqué. C'est assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué. Et nous sommes pratiquement à 3 jours de la fin de la campagne référendaire, mais c'est un sentiment quand même assez mitigé. Un sentiment quand même assez mitigé parce que les Gabonais avaient mis beaucoup de confiance par rapport à cette constitution, parce que c'est une constitution qui a quand même été élaborée de manière inclusive. Le chef de l'État a appelé l'ensemble de tous les Gabonais de pouvoir apporter leur touche pour le processus d'élaboration de cette constitution. Mais malheureusement, il fallait écrire 10 pages. Et je pense que c'est là où le Premier ministre actuel avait quand même mis une peau de colle pour certains semi-lettrés et des scolarisés analphabétisés qui n'ont d'ailleurs pas pu apporter leur modeste contribution. Moi, David Belakouma, j'avais apporté ma contribution par rapport au régime présidentiel flexible, non pas le régime présidentiel rigide tel que voulu actuellement. Et j'avais énoncé d'ailleurs le principe de Montesquieu qui parlait du principe séparatoire justement de pouvoir, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. J'avais également parlé de la nécessité d'arriver à la décentralisation, le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales pour permettre justement aux collectivités locales de s'auto-administrer librement pour impulser une certaine dynamique au sein de nos villes et villages qu'on voudrait transformer en pôle attractif de développement. Et là, comme vous le constatez, c'est avec beaucoup de regrets, beaucoup de difficultés, parce que les candidats, les membres de la campagne oui, comme le disait notre père, ont toutes les peines, toutes les difficultés de pouvoir éclairer la lanterne des Gabonais, alors qu'ils ont la Constitution, ils ont tous les arguments qu'il faut, parce que cette Constitution a pris en compte un certain nombre de paramètres. Des paramètres sur le plan politique, des paramètres sur le plan économique, des paramètres sur le plan social, des paramètres sur le plan culturel et même des paramètres sur le plan religieux. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas suffisamment d'arguments. Il n'y a pas suffisamment d'arguments et nous sommes assez ahuris, assez circonspects, parce qu'on aurait voulu avoir un véritable débat contradictoire entre les acteurs du oui et les acteurs du non. L'objectif aurait été pour ces différents protagonistes d'avoir la Constitution comme préalable pour pouvoir éclairer l'obscurité du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Malheureusement, comme notre papa le disait, eh bien, c'est le port des t-shirts, le port des casquettes, mais sans véritable argument pour pouvoir convaincre l'auditoire. Et là, vous avez pu constater... Ah oui, 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 le GP1. Light. Oui, oui, oui. Tirez la chaise. Hein? Non, 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 tu n'es pas dedans, on ne peut pas tirer. De ce côté. Regarde, tiens. Vous me faites des lettres là-bas. Non, c'est bon. J'attends de retomber. Donc voilà un peu l'atmosphère qui prévaut aussi. Vous avez eu également l'intervention de notre papa qui exigeait... Non, je disais que j'ai vu notre papa également et qui était en train d'attirer notre attention sur les conditions de vie difficiles des populations et particulièrement celles du 3e arrondissement et au Kafou-Lomba. Et il le disait d'ailleurs que le Kafou-Lomba, c'est le premier quartier résidentiel où nous avons pu abriter le premier chef d'État de la République gabonaise, c'est-à-dire son Excellence Léomba. Et malheureusement aujourd'hui, eh bien, le Kafou-Lomba n'a pas beaucoup d'attrait et le Kafou-Lomba semble être le quartier oublié pour tous ces acteurs politiques étatiques. Et d'ailleurs, nous apprenons que le patrimoine Léomba en train d'être bravé
par un de ses neveux et c'est tout à fait regrettable. Et c'est d'ailleurs l'occasion ici d'attirer l'attention du chef d'État sur la nécessité de protéger ce patrimoine national, d'arriver à l'expropriation de ce Libanais pour une cause d'utilité publique, parce qu'il va de notre mémoire, il va de notre notoriété, de notre dignité, de préserver justement le palais de Léonba, sa résidence où il a pu vivre avec son fils que vous connaissez bien, communément appelé Chaka, d'ailleurs que j'ai remplacé à l'ambassade du Gabon au Togo, qui est mort en étant sénateur. Cet acteur politique Félix Mba que nous avons connu, un acteur politique avec une certaine humanité. Et d'ailleurs à l'époque de Félix Mba, je ne vois pas une personne qui aurait pu vendre ce terrain-là. Et il vous souviendra d'ailleurs qu'une fois lors d'un 17 août, nous nous sommes retrouvés au Kafulomba avec le chef d'État, son Excellence Omar Bongo Oniba, qui voulait justement venir visiter la résidence de Léonba. Et Félix Mba avait catégoriquement refusé et chassé d'ailleurs Omar Bongo Oniba. Mais comme Omar Bongo Oniba était quand même un acteur assez astucieux, intelligent, quelques semaines après, Félix Mba s'est retrouvé au palais de la présidence de la République avec ce que vous connaissez, c'est-à-dire le Massari, et il avait pu justement fumer le calumet de la paix avec Omar Bongo Oniba. Donc le Gabon, c'est ce pays-là qui a toujours favorisé le dialogue, la convivialité, la concertation, et c'est l'occasion, voilà, la tolérance, c'est l'occasion également de féliciter le père Paul Mbabé Solo, le chantre de l'école cadeau, l'hôpital cadeau, le travail pour tout le Gabonais. Voilà, mais malheureusement, cette politique-là n'a pas eu beaucoup d'effets, mais beaucoup ont copié quand même l'idéologie de père Paul Mbabé Solo. Aujourd'hui, vous avez quand même la gratuité du transport en commun. Vous avez Longori qui continue à faire son œuvre. Vous avez également... Vous avez encore... Non, monsieur, s'il vous plaît, ne me distrayez pas. Hein, laissez-moi... Voilà, il y a également... au niveau des marchés, c'est le père Paul Mbabé Solo également qui avait utilisé cette politique-là de construction de marchés modernes par le biais de partenariats avec les Libanais. Le père Paul Mbabé Solo a donc fait beaucoup de choses dans ce pays-là. Malheureusement, ce précurseur justement des valeurs démocratiques est essoufflé. Ce gérontocrate politique aujourd'hui était presque en fin de vie et il est chez lui. Il a formé une mastodonte, une machine appelée Alain-Claude Bébinzi. Et il vous souviendra que le père Paul Mbabé Solo attirait déjà l'attention du plus grand nombre de personnes lorsque Alain-Claude Bébinzi s'était caractérisé par des tirs groupés contre le père Paul Mbabé Solo pour avoir insulté Ali. Et le père Mbabé Solo a lui de dire que Alain-Claude Bébinzi s'était retrouvé par hasard dans son cabinet à l'hôtel de ville parce qu'il avait été imposé par Omar Bongo Oniba et qu'il était d'ailleurs un agent de service secret de la présidence de la République. Et vous avez également votre frère, le défunt André Mbobam, qui a également confirmé que lorsqu'il était dans le World Fair décisionnaire du pouvoir, eh bien, c'était Alain-Claude Bébinzi, son informateur. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'Alain-Claude Bébinzi joue le trouble fait. C'est quelqu'un qui a été très bien formé par les acteurs politiques. Et d'ailleurs, j'apprends une autre information de mon papa qui me dit qu'Alain-Claude Bébinzi également travaillait avec les services secrets français. Et ce n'est pas par hasard qu'il se retrouve aujourd'hui à la tête justement d'une autre opposition PDGiste, mais du côté de l'opposition. Donc le PDG est en train de quadriller, de verrouiller pratiquement toute la sphère politique économique sociale. Vous avez les anciens PDGistes, caractérisés par Paulette Missambo, caractérisés par Baro Chambrier, caractérisé par plusieurs autres acteurs politiques, Michel Menga et autres. Et vous avez de nouveau d'autres PDGistes qui également encerclent Oligui Nguema à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur des mairies, à l'intérieur justement de la chambre bicaméra, le congrès, l'assemblée et le sénat. Et là vous avez un autre groupe de PDGistes qui allait une fois de plus récupérer cette opposition moribonde là, comparable à les gaz prostitués dévergondés de la baie de Cochon, aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Cette opposition là qui n'a plus de plan alternatif de développement, à part Moine Baringi qui continue d'ailleurs à chanter ses cantiques louanges dans la forêt, à l'ombre des gazelles et des antilopes. C'est l'un des rares opposants aujourd'hui qui a gardé une certaine crédibilité. Et d'ailleurs, il le disait que le PDG doit être sanctionné. Et il le disait dans une de ses célèbres vidéos, on va les sanctionner davantage parce que le journaliste
avait mal fait le débat. Donc moi, Mbali, que nous avons connu comme étant un véritable farouche opposant. C'est pratiquement le dernier dinosaure de l'opposition qui nous reste aujourd'hui. Voilà, donc nous n'avons plus grand monde dans l'opposition, mais nous avons tout de même le bovin de Moutassou, Pierre Claver Maranga Moussavou, cet acteur politique le plus controversé, vous le savez très bien. Monsieur Kevazingo, vous connaissez la bataille du Kevazingo avec les 143 frères qui ont été assassinés, disparus de manière inopinée, et jusqu'à présent, ces 43 personnes-là n'ont jamais été retrouvées. Vous connaissez bien la métaphore. Hein, les 43 personnages, c'est 143 conteneurs de Kevazingo, donc 143 groupiers qui avaient disparu. Et jusqu'à présent, nous n'avons aucune trace de ces 143 compatriotes. Donc il y a le père, il y a Pierre Claver Maranga Moussavou, le bovin de Moutassou, qui poursuit également sa course. D'ailleurs, il le disait qu'il avait fait un rêve d'enfance depuis son jeune âge de devenir président de la République de Gabon. Donc il est à 5 tentatives d'être candidat, mais toujours battu avec des faibles pourcentages électoraux. Mais ce qu'il n'a pas pu obtenir par la voie des urnes, il avait pu tout de même l'obtenir par la volonté politique d'Ali Bongo Oniba, d'ailleurs, qui qualifiait le roi par reçu. Donc ce n'est pas extraordinarité que Pierre Claver Maranga Moussavou est devenu vice-président de la République. Aujourd'hui, la maison de Pierre Claver Maranga Moussavou est en train de flamber. Lui, il est le partisan du non-référendum et son épouse est la partisane du oui référendaire avec son fils. Donc voilà un peu l'atmosphère qui provoque dans notre pays. Vous avez justement cette démocratie pluraliste là qui est très vivace et nous ne pouvons que nous féliciter pour cela et nous voulons une fois de plus remercier au passage Brice Côté Oligui Nguema pour son humanité, pour son leadership aujourd'hui, un leadership influençable, Brice Côté Oligui Nguema qui a fait table rase, qui a permis au PDG une fois de plus de remonter ses bretelles pour pouvoir aller vers la bataille, vers la conquête électorale. Et le Parti démocratique gabonais aujourd'hui semble, comme par le passé, le parti le plus outillé, le parti le plus préparé pour les prochaines échéances électorales à venir. Et j'ai bien peur pour les analystes politiques, les quartiers malfamés, qu'ils puissent véritablement ne pas savoir ce que le PDG est en train de préparer justement au niveau des cours. Parce que le Parti démocratique gabonais ne se laissera pas faire cette fois-ci. Ils ont pu perdre le pouvoir de manière inattendue, mais là, la machine est en train de se préparer progressivement et lors du processus électoral à venir, c'est-à-dire l'élection présidentielle, l'élection législative et les élections locales, eh bien, nous aurons bel et bien des surprises. Nous aurons bel et bien des surprises parce que l'Inclode Biobin, je le disais, par ailleurs, à l'époque, en réponse au docteur Akouré également, ce docteur politique dont nous avions beaucoup de l'estime et de la considération, qui malheureusement, d'après les Ouidi, aurait vendu son pouvoir de charme justement au Parti démocratique gabonais et aujourd'hui, il a pratiquement été vomi dans notre système macroéconomique. Donc Alain-Claude Biobin, je le disais, que le PDG au pouvoir n'attend pas céder le pouvoir. Donc le PDG est dans cette logique de reconquête du pouvoir et c'est pourquoi vous voyez bien dans nos différents quartiers, eh bien, les populations sont en courroux, elles sont en colère parce qu'elles auraient voulu voir le Parti démocratique gabonais être sanctionné comme la première recommandation du dialogue national qui le frappait d'inéligibilité de 3 ans avec ses différents alliés. Malheureusement, cette résolution n'a pas eu un effet escompté, c'est-à-dire le caractère exécutoire, c'est-à-dire l'autorité, la chose jugée. Et aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais revient avec fanfare et trompette pour la reconquête du pouvoir, avec voilà, d'où l'absence d'engouement sur le terrain par rapport au référendum, et les populations se sont recroquevillées sur elle parce qu'elles estiment que c'est une espèce de supercherie, une fois de plus, avec les mêmes acteurs, comme Alain-Claude Biobin je disais, les mêmes acteurs à des mêmes postes clés de responsabilité, jouant le même rôle, jouant la même scène, et cela devient presque une espèce de fourre-tout, une rigolade, et les populations ont décidé, voilà, de malheureusement se taire, de ne plus s'occuper de cette atmosphère politique qui devient de plus en plus nauséabonde, une atmosphère politique de plus en plus calamiteuse avec des acteurs politiques passés, ces jeunes autocrates politiques sans base électorale qui refusent justement le rajeunissement à la classe politique alors que c'est une nécessité impérieuse pour nous d'arriver à ce rajeunissement à la classe politique pour créer une saine émulation. Voilà, vous étiez là à l'émission Atmosphère du côté du Kaflomba. Voilà l'atmosphère qui provoque aussi. Nous avons pu rencontrer 2 groupes qui se sont affrontés. Le groupe des partisans du oui au référendum
et le groupe des partisans du non-référendum. Les partisans de oui au référendum, eh bien, c'est les partisans des t-shirts et des casquettes avec 2000 collés, les 2000 de Marangam Savou. Mais les partisans du non-référendum, eux, ils ont des arguments, ils ont la constitution et ils se baladent avec la constitution. Eux, ils arrivent à distribuer la constitution et à la fin de l'opération, eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas un juge, il n'y a pas de gargole, il n'y a rien. Ben, malheureusement, leur message arrive à passer. Ils arrivent à séduire le plus grand nombre de compatriotes. Nous osons croire que les acteurs du référendum vont pouvoir se rattraper. Il nous reste pratiquement 3 jours. Nous osons croire qu'ils vont se rattraper. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'engouement dans les bureaux de vote. Il n'y a personne qui... Ils ne sont pas nombreux à aller prendre les cartes d'électeurs. Moi, j'ai pu me rendre hier pour aller récupérer ma carte d'électeur. Malheureusement, je suis arrivé au mauvais moment où le chef de l'État était déjà à bord de son véhicule après avoir récupéré sa carte d'électeur avec son époux. Merci de votre bien aimable attention. Nous nous retrouvons demain, mais je serai du côté du quartier Prince-Ciel où j'ai été invité par d'autres jeunes qui aimeraient exprimer leur point de vue par rapport au vote référendaire. Là-bas également, il y a une troisième voie qui s'est redessinée. La troisième voie là-bas de Prince-Ciel, eh bien, ceux-là, ils disent qu'ils s'abstiennent. C'est la voie de l'abstention. Ils disent qu'ils se sont bel et bien inscrits, ils ont occupé leur carte d'électeur, mais pour le moment, ils ne trouvent aucun argument de deux protagonistes pour pouvoir le convaincre. Et si d'ici là, il n'y a personne pour pouvoir le convaincre, et bien malheureusement, ils vont s'abstenir. Voilà donc une autre troisième voie, c'est la voie de l'abstention, sans compter les bulletins nuls, les bulletins... voilà, donc voilà un peu l'atmosphère qui provoque aussi. Merci de votre bien aimable attention. Nous nous retrouvons demain, mais je voudrais une fois de plus vous recommander de suivre la matinale de ce matin à Gabon 24 où j'ai été l'invité principal de cette matinale pour débattre les problématiques de l'heure, c'est-à-dire le paiement des rappels sur solde et avec une pléthore de questions dont on m'a posé. Suivez cette émission, donnez votre point de vue. C'était vraiment une émission à caractère pédagogique, à caractère didactique et nous ne pouvons que nous satisfaire au niveau de Gabon 24. Voilà une chaîne de télévision qui suscite des débats contradictoires publics pour éclairer la lanterne des Gabonais. Et je leur ai fait comprendre que moi, David Mbeakouma, je n'ai jamais été un fonctionnaire fantôme parce que j'ai un matricule, j'ai une existence physique, j'ai un état de service, j'ai tous les documents afférents pour pouvoir continuer à poursuivre ma carrière de diplomate gabonais. Donc, ceux-là qui veulent une fois de plus écraser David Mbeakouma, eh bien, il leur faudra attendre encore longtemps. J'ai justement envoyé une requête auprès du chef de l'État. Il y a également une requête que j'ai introduite au niveau du Conseil d'État par le biais de mes avocats, où je vais attaquer le ministère des Affaires étrangères et particulièrement la directive des ressources humaines pour avoir violé le droit de la fonction.